Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence magistrale. Sans plus tarder, je vous présente le doyen de l'École de santé publique qui va prononcer le mot d'ouverture. Carl, c'est à toi. Merci Chantal. Bonjour à tout le monde. Mon nom est Calardi Dubois, donc doyen de l'École de santé publique. Bienvenue à cette conférence magistrale. Donc, cette conférence fait partie d'une série que l'on appelle les conférences magistrales et qui nous donne l'occasion d'accueillir nos professeurs chevronnés, nos professeurs étoiles, donc qui ont l'occasion régulièrement de parcourir le monde pour aller exposer leurs sciences, mais qu'on a rarement l'occasion d'entendre chez nous à l'école. Donc, on a inauguré cette série de conférences depuis plusieurs années en vue de leur donner l'occasion de partager avec nous les travaux si intéressants, si pertinents qu'ils font et qui leur donnent l'occasion de contribuer au développement scientifique. Pour aujourd'hui, pour la conférence d'aujourd'hui, nous accueillons le professeur Jan Kestens, qui est détenteur d'un doctorat, un PhD en aménagement du territoire de l'Université Laval, et il a effectué ensuite un postdoctorat en épidémiologie spatiale à l'Université de Montréal. Yann est chercheur au CRESP, le Centre de recherche en santé publique. Auparavant, il était au Centre de recherche du CHUM. Et actuellement, il est professeur titulaire au département de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal à l'ESPOM. Ses intérêts de recherche couvrent principalement la dimension spatiale de notre relation avec l'environnement et les conséquences sur la santé. Il a particulièrement acquis une expertise dans le développement et l'application d'outils de mesure, outils d'analyse spatiale qui permettent de caractériser les facteurs, les processus impliqués dans les liens entre l'environnement et la santé. Depuis 2014, Jan Kestens est titulaire de la chaire de recherche appliquée en intervention urbaine et santé des populations. C'est une chaire conjointe des instituts de recherche en santé du Canada et de l'Agence de la santé publique du Canada. Donc, aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que nous cédons le podium à Yann pour nous faire part de ces travaux très innovants, très pertinents dans le champ de la santé urbaine. Et je ne manquerai pas aussi de dire que depuis un an qu'on avait organisé un symposium sur la santé urbaine, on a une initiative qui bat son plein et puis qu'on essaie de développer. Donc, la conférence d'aujourd'hui pourrait s'inscrire dans tout ce qu'on met en place dans le cadre de cette initiative en santé urbaine. Donc, Yann, c'est un plaisir pour moi de te passer la parole. Excellent. Merci, Carl Hardy, pour cette introduction. Bienvenue à tout le monde. Bien content de partager avec vous quelques moments sur des questions de santé urbaine. Je vais peut-être partager tout de suite mon écran. Comme ça, vous allez voir de quoi je parle. Peut-être quelqu'un peut me confirmer que tout va bien pour le partage. Oui, c'est bon, Yann, on voit très bien. Oui. Ça fonctionne? Bon, très bien. S'il y a un problème, n'hésitez pas à me faire signe. Et puis, en fait, j'ai aussi une fenêtre là avec le chat ouvert. Donc, si jamais vous avez des questions ou des commentaires pendant la présentation, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. C'est possible que des fois, je réponde à certaines questions au fur et à mesure de la présentation. Et on gardera aussi des choses pour la fin pour discuter tous ensemble sur ces enjeux. Ça va? D'accord. Alors, donc ma présentation s'intitule « Pour la santé urbaine, mesurer, comprendre et décider ensemble », mais avec un point d'interrogation quand même. Alors, je vais tout de suite commencer par cette diapositive, une déclaration d'intérêt, là, juste pour vous indiquer que donc, je suis impliqué dans 2 compagnies spin-off qui commercialisent en fait des produits qui sont mentionnés dans cette présentation.
Puis c'est 2 compagnies qui ont été en fait, qui sont le résultat de travaux de recherche qui ont été financés aussi par les IRSC en 2010. Là, on avait eu deux subventions qui ont mené à ces compagnies. Donc Polygone là, qui développe des outils pour soutenir la recherche en sciences sociales, comme des outils de collecte de données, et Mobisense aussi, une compagnie qui fabrique des capteurs pour collecter des mesures sur les individus. Bon, je remercie Axelis, la compagnie de valorisation, pour avoir rendu possible tous ces développements. Mais allons au cœur du sujet, c'est-à-dire la ville en santé. Bon, alors comme vous le savez sans doute, les villes et l'urbanisation, c'est un enjeu majeur d'aujourd'hui. Plus de la moitié de la population vit dans des villes, et ce chiffre est vraiment en croissance. Et les villes sont bien sûr de plus en plus interpellées comme actrices, si je peux dire, de notre avenir, pour en fait aborder des enjeux importants. On pense aux enjeux de développement durable ou des changements climatiques, on pense aux enjeux d'inéquité, etc. Donc ces villes deviennent de plus en plus des acteurs dans nos sociétés et donc ont de plus en plus, on pourrait dire, de responsabilités locales, régionales et finalement globales autour de ces enjeux-là. Alors, bon, ma présentation en fait va essayer de décortiquer un petit peu ces liens entre ville et santé. Et puis je vous propose de passer un peu à travers 3 phases. Une première autour de la mesure, mesurer. La deuxième autour de la compréhension. Qu'est-ce qu'on fait avec ces mesures? Comment ça nous permet de comprendre les interactions ville-santé? Et une troisième phase sur l'aspect de décision, en fait. Qui décide? Comment on décide? Pourquoi? Vers où? Etc. Alors, la ville, bien sûr, on peut la voir comme un système complexe. C'est vraiment un ensemble d'éléments qui interagissent, un ensemble d'agents, d'interactions avec des boucles de rétroaction, avec des phénomènes émergents, multi-échelles. Donc, on est vraiment ici dans un système complexe et qui interpelle du coup beaucoup de disciplines. On pense à des disciplines peut-être plus proches comme l'urbanisme ou la géographie, mais l'écologie, l'écosystémique, la psychologie, la sociologie, les géographes, enfin il y a énormément de disciplines qui s'intéressent au final à ce système complexe qu'est la ville et éventuellement à son ensemble, mais aussi à ses multiples parties constituantes en fait. Donc on est déjà, il faut quand même se positionner là dans une approche complexe de dynamique, de systèmes adaptatifs complexes auxquels sont interpellés plusieurs disciplines. Et bon, je dirais qu'on a la chance en santé publique et d'être un peu à la croisée des chemins et de pouvoir justement travailler en collaboration avec beaucoup de disciplines pour mieux comprendre la ville et la santé. Bon, alors la ville, une fois qu'on a dit que c'est un système complexe, c'est aussi une ville en mouvement. Donc, on a bien sûr des infrastructures et des territoires qui structurent la ville, et on a bien sûr aussi des flux qui viennent s'insérer dans cette trame urbaine, et qui fait que c'est finalement la ville en réseau qui est intéressante. On peut penser au mouvement quotidien des individus, au mouvement pendulaire, résidence-travail par exemple, ou à d'autres flux de biens, de marchandises, mais aussi de flux dans l'innovation. Voilà. Donc toute cette notion de déplacement et de mobilité et de ville en mouvement est vraiment au cœur aussi de nos démarches pour appréhender la ville. Bon, la ville, c'est aussi une multiplicité de lieux, d'entités quasiment. Bien sûr, on peut s'interroger sur qu'est-ce que la ville en termes de limites urbaines, hein, qu'est-ce que l'urbain. Si on regarde un petit peu une carte, une image satellite par exemple dans la région de Montréal, ben, on se rend compte que en fait l'urbanisation, elle s'étend assez loin. Hein. On parle d'étalement urbain, bien sûr, un phénomène qui est pas nouveau, qui fait que ben, finalement la ville, elle croît vers ses marges, et on a donc dans la ville toute une multitude d'entités. On
peut parler du centre-ville, on peut parler des banlieues, des milieux urbains, on va parler, etc., etc. Il y a tout un ensemble de dénominations qui font que, effectivement, qui caractérisent des environnements urbains qui sont quand même assez contrastés. Voilà. Donc, on est aussi dans une variété de types d'habitats qui est assez intéressante. Là, on a l'illustration de quelques images qui distinguent certains types d'habitats, mais bien sûr, il y en a des multiples. Et finalement, aussi, les frontières de la ville sont de plus en plus floues. Et bien sûr, dans la compréhension des dynamiques urbaines sur la société ou sur, par exemple, les changements climatiques, on se rend bien compte que cette ville-là, elle n'est non plus isolée, et donc elle est arrimée à son arrière-pays, si je peux dire, et de plus en plus aussi, puisqu'il y a des phénomènes d'expansion, même dans ce qu'on peut appeler les troisièmes couronnes éventuellement. Voilà, alors la ville, comme on le disait déjà, c'est une ville en mouvement, mais c'est aussi donc une ville en changement, en transformation. Donc l'aspect temporel est important, puisque là on le voit avec quelques photos qui illustrent l'urbanisation dans le coin de Montréal. On voit cette ville bien sûr qui se transforme. Et en fonction des époques, on a bien sûr eu des phases et en fonction des avancées technologiques, mais aussi de certaines approches, on va dire, sociétales, on a eu des transformations importantes de la ville. On peut penser à l'après-guerre, par exemple, les années 50, avec une expansion forte de la ville liée au développement des infrastructures routières, et une certaine idée une certaine valeur individualiste, on va dire, du bungalow, du modèle du bungalow en banlieue, qui a fait que la ville a été transformée de manière importante. Aujourd'hui, on est dans des approches aussi où toute la question de l'équilibre, du développement durable, des changements climatiques prend une place importante dans notre compréhension de ce qu'est la ville et de ce que pourrait être la ville aussi, et de ce qu'elle peut apporter à la fois aux individus et aux sociétés. Voilà. Donc il y a toujours, bien sûr, on peut penser qu'il y a toujours eu cette dialectique entre aménager, transformer l'espace et s'occuper, si on peut dire, de nos sociétés, de nos populations, à travers un certain nombre d'aménagements. On voit d'ailleurs ici, juste la photo de droite, c'est les locaux de l'école de santé publique. Et il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, il y avait encore un tramway là qui nous amenait là, mais on voit qu'on était quand même pas mal, quasiment à la campagne, si on peut dire. Voilà. Bon, alors ça c'était peut-être quelques éléments là d'introduction sur qu'est-ce qu'on peut comprendre par la ville, mais la question c'est qu'est-ce qu'une ville en santé alors, hein? Est-ce que la ville en santé, c'est une population en santé? Est-ce que la ville peut se voir comme un organisme vivant elle-même et qu'on peut décortiquer comment les organes, par exemple, de cette ville fonctionnent et est-ce que les flux dont on parlait tout à l'heure fonctionnent bien, etc. Donc la question de la ville en santé, elle est pas si évidente non plus. Et Karl Hardie faisait référence à la conférence qu'on a fait l'an dernier dans le cadre de l'initiative en santé urbaine, où on avait une belle présentation aussi d'Evelyne Deloup, où on s'était un peu interrogé sur ces aspects-là, et notamment je reprends des éléments qu'elle avait apportés, notamment d'Oxiadis, là, un auteur grec qui dans les années 70 a développé le concept d'équistique, ou donc de science de l'habitat humain, où il identifie un certain nombre d'éléments constituants de l'habitat humain et qui sont intéressants au niveau conceptuel pour commencer à réfléchir un peu, alors à la fois aux populations, hein, donc là on a 6 dimensions qui sont ici, les populations, les shells, donc ce qu'il appelle les enveloppes, qui sont en gros l'habitat construit, les logements, on va dire, et aussi les bâtiments dans lesquels on fait des activités. La notion de nature, bien sûr, la nature dans la ville a toujours été présente et c'est un thème très important aujourd'hui. La notion de réseau, hein, j'en ai parlé, réseau d'individus, mais aussi réseau, comme on a vu, réseau de transport, de déplacement, tous les réseaux qui font que les idées et les biens, les personnes peuvent échanger, on va dire. La notion de société, en fait, auquel il réfère, qui fait plus référence à des éléments de gouvernance, en fait. Donc, comment est-ce qu'on s'organise comme société pour gérer l'habitat humain, gérer les autres dimensions, finalement, et la notion de synthèse qui réfère un peu à la notion de connaissance et de pratique
et d'habitus, si on peut dire, et autour de tous ces éléments. Donc il y a aussi un aspect synthétique sur ce qu'on comprend, ce qu'on est. Voilà. Donc ça, c'est une conceptualisation qui est assez intéressante parce qu'elle fait ressortir déjà, on commence à décortiquer un petit peu ce système complexe à travers un certain nombre de poignées sur lesquelles on peut s'accrocher. Alors, bon, ça ne nous a pas dit beaucoup plus sur ce qu'était une ville en santé, mais enfin, on avance un petit peu quand même. Et donc, notamment ici, la notion que les villes en santé sont aussi des lieux, et puis là, je vais passer en anglais parce que j'ai pas trouvé la traduction française de cette définition donnée par l'OMS, mais donc, healthy cities are places that deliver for people and the planet. They engage the whole of society, encouraging the participation of all communities in the pursuit of peace and prosperity. Healthy cities lead by example in order to achieve change for the better, tackling inequalities, promoting good governance and leadership for health and well-being. Innovation, knowledge sharing, and health diplomacy are valued and nurtured in healthy cities. Bon, alors il y a beaucoup d'éléments là-dedans, mais la partie qui est mise en gras, là, je pense qu'elle est importante. Donc, on parle de villes qui contribuent au bien-être pour les populations et pour la planète. Donc, il y a là un objectif des villes d'être des agents, on va dire, contribuant à l'avenir et à l'amélioration de nos sociétés. Voilà. Bon, après, il y a d'autres mots-clés que vous retrouvez là-dedans qui sont peut-être familiers, par exemple, aux gens qui sont plus familiers avec le domaine de la promotion de la santé. Bon, voilà. Je passe cette définition qui est quand même assez structurante et intéressante. Alors, on retrouve aussi d'autres réflexions conceptuelles autour des villes en santé, notamment dans le mouvement de l'OMS. Le mouvement Ville en santé est quand même particulièrement développé en Europe, et donc dans le mouvement européen des villes en santé, ils ont adopté notamment la vision du consensus de Copenhague, qui date de 2004, je crois, où là on voit aussi un certain nombre d'éléments clés, notamment autour de l'équité et de la gouvernance. Donc on retrouve un petit peu ces éléments de Doxiadis autour de l'équité et gouvernance, mais aussi la roue du développement, où on lie développement durable, développement urbain, développement social, développement humain et développement économique. Donc l'interconnexion entre ces développements avec un ensemble de conditions, si on peut dire, qui entourent qui sont comme conditionnelles à la réussite en termes de planète, mais aussi qui vont apporter à ces éléments-là, donc planète, places, les 6P qu'on appelle en anglais, là, le lieu pour places, personne, participation, prospérité et paix. On retrouve certains éléments de la définition de Healthy Cities. J'y reviendrai peut-être, il y a des éléments là dans notre présentation qui vont venir chercher ces éléments. Je vous invite à mettre des commentaires dans le chat, si vous avez des questions ou si vous avez des remarques, n'hésitez pas, on peut être un peu en mode interactif là, si c'est. Alors, bon, une fois qu'on a dit ça, la question c'est qu'est-ce qu'on mesure quand même, J'avais dit que la présentation serait en 3 parties, la mesure, la compréhension et la décision. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, on mesure quoi, Alors, bien sûr, on peut simplifier un petit peu les choses, et j'amènerai peut-être ici la notion d'exposome. Donc l'exposome, c'est l'ensemble des éléments auxquels les populations et les individus sont exposés et qui peuvent donc contribuer à leur trajectoire de vie et trajectoire de santé. Voilà, donc l'exposome, ici, on a une distinction, par exemple, entre l'environnement général externe, donc là on voit des petites images avec le climat, les espaces verts, le cadre bâti, etc., le capital social, donc des éléments externes à l'individu, relativement généraux et qui font partie justement de ces contextes environnementaux urbains, mais aussi on a bien sûr dans l'exposome des expositions environnementales plus proximales et auxquelles on fait référence souvent en parlant de facteurs de risque, donc là par exemple le tabagisme, l'alcool, la consommation alimentaire, etc. Et bon, bien sûr, il y a un certain exposome aussi à d'autres échelles, c'est-à-dire à l'échelle cellulaire ou intracellulaire, qui elles aussi ces cellules sont exposées. Donc tout ça fait partie de l'exposome et qui viennent influencer, impacter la santé des individus
et des populations. Voilà. Donc une manière un petit peu, puis on s'entend qu'on est parti du système complexe à quelque chose d'assez binaire entre les environnements et les populations, mais ça facilite un peu la question de la mesure. Bon. Quand on mesure un environnement, par exemple, bien sûr, on peut commencer à s'interroger, et puis bon, les géographes ont beaucoup travaillé là-dessus, à la question d'échelle. À la question d'échelle, c'est-à-dire bon, à quoi on s'expose, où et comment. Alors, beaucoup dans ce domaine-là, on a parlé en anglais de neighborhood effects, hein, d'effets de quartier, et donc la notion de quartier est assez importante dans cette conceptualisation. En partie parce que, bien sûr, on réside, on réside dans des habitats et on définit notre habitat aussi par le quartier dans lequel on réside. Donc, ça devient une unité de sens qui a été souvent utilisée comme unité de mesure pour capter l'exposition ou le type d'environnement dans lequel les gens évoluent. Voilà. Alors, bien sûr, on peut se poser des questions sur qu'est-ce que c'est un quartier, et puis la notion même de quartier a évolué avec le temps. Bien sûr, il y a quelque temps, on avait déjà ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers 15 minutes ou les quartiers 20 minutes, c'est-à-dire des quartiers où les ressources sont accessibles à une distance de transport actif, on va dire de marche par exemple ou de vélo, et où donc on peut réaliser un certain nombre d'activités dans un périmètre suffisamment restreint. Donc cette notion de quartier, bon, elle évolue. On voit aussi qu'il y a bien sûr la question des définitions. Alors la direction de santé publique, par exemple, a développé des quartiers sur une base plus sociologique, donc en termes de sens, avec des partenaires communautaires locaux pour voir comment on délimite les choses qui font du sens. Et donc basé en partie sur l'histoire, en partie sur des limites structurelles liées à l'habitat et aux infrastructures, etc. Bien sûr, au sein d'un quartier, on a des individus qui peuvent avoir eux-mêmes leur propre définition de quartier. Donc ici, la deuxième image vous montre un petit peu en superposition des quartiers que les individus de l'enquête de l'étude Interact, une étude qu'on mène, j'en parlerai un petit peu plus tard, montre un peu comment les gens ont délimité leur propre quartier. Quand on demande aux gens quelles sont les limites de votre quartier, les gens peuvent tracer un polygone sur la carte, et bien sûr, en fonction des individus, on peut avoir des variations assez importantes dans ce qu'ils considèrent être leur quartier. Bon. Et puis, on a une vision, on va dire, plus administrative de quartier, qui est, par exemple, le secteur de recensement. Bon, quand on habite quelque part, on habite dans un secteur de recensement. Assez rarement, on en connaît les limites exactes, je dirais, mais c'est souvent utilisé pour définir le quartier. Bon. Alors, le quartier, il est intéressant en partie parce que, bien sûr, il y a aussi une ségrégation spatiale des fonctions. Bon, et puis, bien sûr, quand on pense urbanisme, on pense à l'aménagement et on pense à un certain courant, on va dire, de l'urbanisme, notamment au niveau fonctionnel, qui a beaucoup ségrégué les fonctions. Donc, par exemple, les emplois sont concentrés au centre-ville. Les quartiers de banlieue sont principalement résidentiels, voilà. Et donc il y a toute cette notion de ségrégation spatiale des fonctions, mais qui renvoie aussi à la notion de mixité des usages. Donc à quel point dans un secteur donné, dans un quartier donné, dans un territoire donné, on a une diversité de ressources, d'usages qui peuvent être présentes. Voilà. Donc là, on commence à s'interroger un petit peu, ou en tout cas, on penche un peu vers la notion de mesure. Qu'est-ce qu'on mesure dans les quartiers, par exemple? Bon, alors, je vais commencer vraiment mon vrai premier chapitre sur la mesure. Je vois qu'il n'y a pas de commentaires pour le moment. S'il y en a, en tout cas, et que je ne vois pas, n'hésitez pas à me faire signe. Vous pouvez ouvrir votre micro aussi. Aucun problème pour m'interrompre. Alors, bon, on le disait, donc au sein des quartiers qui peuvent être très différents de par leur nature en termes de type d'habitat, peuvent être aussi très différents en termes de ressources qu'on va y trouver. Donc, une première mesure de l'environnement urbain, c'est tout simplement quelles sont les ressources accessibles
dans un lieu donné, dans un territoire donné. Et on peut penser bien sûr aux ressources favorisant la santé, promotrices de l'activité physique, aux ressources alimentaires, etc. On peut aussi penser à l'exposition à ce qu'on pourrait appeler des externalités négatives qui sont pas tant des ressources que des expositions environnementales, par exemple la pollution de l'air. Alors, bien sûr, la question là qui se pose, c'est comment ces ressources sont distribuées spatialement à travers l'espace, enfin le territoire, et à quoi sommes-nous en tant qu'individus et population exposés. Voilà. Alors, quand je faisais référence tout à l'heure à la notion de ségrégation, bon, effectivement, on va avoir certains secteurs où on retrouvera plus de certains types d'usages, mais on va aussi avoir une ségrégation, donc une séparation, si je peux dire spatiale, une ségrégation des populations aussi. Donc, certains profils de population vont se retrouver dans certains quartiers, ce qui va aussi contribuer à contraster les expositions environnementales. Donc, on a un double contraste, si je peux dire, celui qui est lié à la distribution inégale des ressources, et un deuxième contraste qui est lié à la distribution inégale, ou en tout cas à une certaine ségrégation, ou en tout cas une certaine séparation spatiale entre certains profils de population. Alors, quelques exemples de mesures là. Donc, on parle de mesures principalement territoriales qui peuvent être intéressantes pour commencer à réfléchir à la ville en santé. Donc, par exemple, des mesures que vous connaissez sans doute, des mesures de marchabilité. Donc, on peut définir dans un espace s'il est marchable, donc en gros, s'il contribue ou s'il favorise une vie active en termes de marche et de transport actif. Voilà. Alors ici un score, le score Canale, un indicateur de marchabilité qu'on a développé avec des collègues à McGill et qui permet donc de montrer les variations avec des lieux plus ou moins marchables et donc qui permettent bien sûr d'explorer des questions autour de l'activité physique. Voilà. Alors on peut mesurer les choses autrement aussi. Quand on s'intéresse au déplacement à pied notamment, une étude récente là qu'on vient de publier qui a utilisé des données de Google Street View, là, donc des images disponibles et fournies par Google, sur lesquelles on peut analyser l'image de manière automatisée avec des outils de machine learning et qui permettent d'identifier combien de pixels sur la vue sont occupés par des arbres, sont occupés par des bâtiments, sont occupés par la route, etc. Et donc là aussi, on a une caractérisation beaucoup plus fine, on va dire, et beaucoup plus localisée d'un environnement. Donc ça aussi, c'est une mesure, on va dire, de marchabilité, ou en tout cas de ce qui est visible dans le paysage urbain, qui peut être mise en lien, par exemple, avec la marche. Voilà, un autre travail similaire là qui a été mené récemment là, auquel on n'a pas participé, mais qui utilise le même genre d'approche pour analyser automatiquement des images Google Street View et comprendre le caractère cyclable, donc extraire de ces images-là la dimension cyclable des environnements. Bon, on peut penser, bien sûr, je le mentionnais tout à l'heure, aux dimensions alimentaires. Donc, il y a énormément de travaux qui se font sur comprendre les ressources alimentaires dans les quartiers et essayer de voir si les différences dans l'accès à ces ressources, et puis on peut parler d'accès à des ressources alimentaires plutôt favorables, je sais pas, un magasin de fruits et légumes, et des magasins alimentaires qui ont plutôt tendance à être on va dire de moins bonne qualité, là on va dire tout ce qui est fast food, etc., restauration rapide. Donc ça, c'est une autre manière de mesurer aussi dans l'environnement les expositions au type de ressources alimentaires auxquelles on est exposé. Donc il y a eu pas mal de travail là-dessus, notamment avec ma collègue Geneviève Merci au département de nutrition. Là, on a travaillé pas mal sur ces enjeux-là en lien avec la santé. Un autre exemple de mesure au niveau du quartier, c'est un travail qu'on a publié avec Luke Hampton en Australie là récemment, et qui parle d'un indice composite 20 minutes. Alors, ça dépend des définitions. Dans certaines villes, on parle de 15-minute neighborhood. En Australie, on parle de 20 minutes. Voilà. Donc, le 20 minutes neighborhood, c'est quoi? C'est effectivement une certaine vision positive du quartier. Je m'excuse s'il y a un peu de bruit, il y a un train qui passe. Je vais le laisser passer, il n'est pas très long. Voilà, donc la notion de 20-minute neighborhood ou 20 minutes neighborhood, qui veut dire que voilà, si on a accès à 20 minutes de marche ou de transport actif à un certain nombre de ressources, et donc là on a
créé un score composite basé sur 4 domaines d'accès, ou 5 domaines d'accès en fait, justement en termes d'alimentation, etc., pour essayer de voir quels sont les secteurs de la ville où on a une bonne accessibilité aux ressources. Donc voilà, un autre exemple de mesure. Bon, donc jusque-là, toutes ces mesures que je vous ai montrées là sont assez, on va dire, statiques, dans le sens où elles décrivent bien le territoire et les variations qu'on peut trouver sur le territoire, mais elles ne sont pas dynamiques. Alors, comme je le disais tout en introduction, la ville, c'est avant tout, bien sûr, un système complexe et un système dynamique, qui change, qui bouge, qui évolue. Hein. Donc, il y a à la fois ce qu'on vient de voir un petit peu, les variations spatiales, donc la dimension spatiale de variation des ressources et des types d'habitats, mais bien sûr, il y a aussi toute la dimension temporelle. Les choses changent dans le temps, et ça, c'est particulièrement intéressant, puisque finalement, ça donne aussi l'opportunité d'utiliser ces changements comme une forme d'expérimentation naturelle. Alors ici, les travaux qu'on a fait sur la gentrification, notamment, hein, la gentrification qui est un phénomène vraiment temporel de transformation des quartiers, puisque c'est un processus en fait dans lequel des quartiers initialement, on va dire, sous-investis ou sur lesquels il y a eu un déficit d'investissement, sont tranquillement dans lesquels arrivent en fait des populations plus aisées, et donc on a ce phénomène de gentrification qui peut mener éventuellement à des externalités négatives, comme par exemple le déplacement de populations plus défavorisées qui finalement ne bénéficient pas vraiment des investissements qui peuvent avoir lieu dans ce quartier. Donc cette notion de gentrification, elle vient vraiment chercher un petit peu, trouver un peu plus cette notion de dynamique urbaine et de transformation dans le temps. Donc c'est sûr que quand on commence à rajouter la partie temporelle, les choses se complexifient aussi un petit peu, puisque finalement la distribution des ressources qu'on observe, elle peut changer. Donc les contextes environnementaux évoluent dans le temps aussi. Bon, ici, on a une illustration d'un travail fait par mon collègue Philippe Aparicio à l'INRS qui montre l'évolution du réseau cyclable entre 1986 et 2016. Et puis comme la plupart d'entre vous le savez sans doute, depuis 2016, dans la région de Montréal, il y a eu encore beaucoup d'ajouts là, et d'investissements dans ce réseau-là. Donc on voit quand même des dynamiques temporelles non négligeable là, sur une période de 30 ans ici. En introduction, il y avait quelques photos historiques qui donnaient l'impression que les choses changent pas vite, mais en fait, au jour le jour, les quartiers changent et les contextes de vie changent. Voilà, une autre illustration de cette notion de dynamique, je vous invite à aller voir le Mobiliscope, un outil qui a été développé par notre collègue Julie Vallée à Paris et sur lequel on a participé. Donc il y a les villes du Québec qui sont présentes dans cet outil-là et qui montrent en fait les dynamiques pendulaires heure par heure des quartiers. Donc, il montre, par exemple, que ici on a une illustration, je crois, pour le quartier central de Montréal, et puis il y a une petite animation. Normalement, là, je ne vais pas faire activer la vidéo parce que je suis pas sûr que ça va bien marcher, mais enfin, je pourrais bien essayer. J'essaye. Ouais, c'est ça. Ça marche jamais, c'est tout. Ok, donc je laisse. Mais donc, qui montre en fait le mouvement pendulaire au cours de la journée et qui montre que, par exemple, le centre-ville, bien sûr, se remplit au cours de la journée. Et puis ça, c'est des données de l'enquête origine-destination qui datent d'avant la pandémie. Ça serait intéressant de les mettre à jour avec la prochaine enquête OD, et qui montre en fait donc toute cette dynamique aussi temporelle dans les populations. Donc je disais tout à l'heure que les choses changent pour les territoires et les ressources, puisqu'il y a des aménagements qui font que les quartiers changent. Mais il faut aussi garder à l'esprit que les dynamiques de mobilité individuelle font que aussi les quartiers changent par leur composition populationnelle. Et l'individu lui-même s'expose donc à différents types d'environnements selon l'heure de la journée, etc. Et ses déplacements et ses mobilités. Alors, là, j'ai parlé justement de l'individu. Et donc, on peut aussi changer un petit peu la perspective. Jusqu'à là, on était plus sur une perspective territoriale. On regarde le quartier, on regarde la ville, comment elle change, etc. Mais, bien sûr, on s'intéresse aussi aux populations et donc à l'individu lui-même. Et donc, on peut parler de perspective ou de mesure, ce qu'on appelle égocentrée, donc qui est centrée sur l'individu et qui permet aussi d'appréhender nos interactions
individu-environnement, puisque finalement, c'est à l'interface de ces environnements et des populations que se jouent éventuellement des processus qui font qui contribuent à la santé. Alors, les outils de mesure en continu, par exemple, on peut penser à des capteurs GPS. Donc ici, le SenseDoc, qui est un outil qu'on utilise là dans nos enquêtes, qui combine en fait un capteur GPS et un accéléromètre, et qui aussi contient des fonctionnalités de téléphone intelligent, et qui permet donc de suivre les gens en continu pendant la journée, à travers leur mobilité, à travers leurs activités. On le fait aussi tout simplement avec des téléphones intelligents et des applications pour téléphone qui suivent et qui collectent des données, par exemple GPS, accélérométrie, ou même des données sur les appareils Bluetooth visibles, etc. Voilà. Alors juste un petit tableau ici là pour montrer les chiffres. Vous voyez, en fait, j'avais un autre tableau là qui montrait que par exemple chez les 15, je pense que c'était chez les 15-49 ans, on avait 96,3% de la population qui avait un smartphone. Donc vous voyez là, ça commence à devenir des outils très intéressants, enfin bien sûr pour mesurer les habitudes de vie. Et puis ici, on voit un petit peu là, par exemple, chez les plus jeunes, les 15-24 ans, on a 70% des 15-24 ans qui allument ou en tout cas vérifient ou regardent leur téléphone intelligent aux 30 minutes. Ok, 75% des gens, c'est la première chose qu'ils font en se levant, c'est regarder leur téléphone. Donc on voit ici là des nouveaux instruments, si je peux dire, de mesure qui permettent de capter des données au niveau beaucoup plus individuel de comportement. Alors là c'est juste pour illustrer que vraiment c'est un domaine qui est en pleine explosion. Puis donc les SenseDoc, là, les appareils que nous on a développés, on a toutes sortes d'études là qui sont faites avec ces appareils là en Europe et puis au Canada aussi. Et aussi donc je le mentionnais là, avec les téléphones intelligents, on peut aussi bien sûr pousser, on peut capter des données de manière passive, bien sûr. Donc, mon téléphone, je le promène avec moi. Les grosses compagnies collectent des données GPS sur ma mobilité, c'est pas de problème. Si je fais partie d'une étude, je partage ces données aussi avec l'étude. Mais je peux aussi éventuellement recevoir des petits questionnaires pendant la journée qui éventuellement me demandent mon état de bien-être. Donc ici, un travail qu'on a fait avec nos collègues à l'Université de Lorraine, notamment Laetitia Minari et Marie Buzy, qui a développé cet instrument de mesure qu'on appelle de momentané écologique, là, Ecological Momentary Assessment. Donc 3 fois par jour, on pose ces petites questions sur le niveau de bien-être. Ici, un instrument de mesure qui a été développé pour les adolescents et les jeunes adultes, qu'on est en train de tester dans la population générale, et qui nous permet de comprendre les variations intra-quotidiennes au courant de la journée du bien-être des individus. Et bien sûr, comme on a une localisation GPS qui est associée à cette mesure-là, on peut commencer à mesurer les externalités, enfin les expositions à ce moment-là, par exemple en termes de proximité à la végétation, ou est-ce que la personne est en train d'être en déplacement, ou elle est chez elle, etc. Alors, je vais aller vite sur celle-là parce qu'il y a beaucoup de matière, mais juste pour donc faire référence à l'élément que quand on est dans des mesures égocentrées, donc quand on essaie de mieux comprendre les comportements de santé des individus, il y a ces mesures en continu, mais il y a aussi des questionnaires éventuellement qui peuvent documenter sur les habitudes spatiales, on va dire. Donc notamment ici à gauche, on a une illustration de ce qu'on appelle, ou ce que les géographes et maintenant de plus en plus les gens dans le domaine de la santé, mais appellent un espace d'activité. Donc en fait, l'espace d'activité, c'est l'ensemble des lieux qu'on fréquente de manière régulière, on va dire, et qui donc font partie de nos habitudes de vie, et auxquels on s'expose d'une part, mais auxquels aussi on peut avoir des sentiments d'attachement, etc., etc. Donc là, le raffinement de tenir compte de l'espace d'activité, je dirais que c'est une étape de plus que uniquement de considérer l'exposition résidentielle. Oui, notre lieu de résidence, notre quartier de résidence, il est important pour la santé, mais il y a d'autres lieux qu'on visite qui peuvent avoir des influences importantes en termes de santé. Voilà. Bon, alors il y a eu des travaux qu'on a fait avec cette approche-là, un petit peu plus d'espace d'activité, là, mais je vais passer. Donc, notre instrument principal pour capter ça, c'est un questionnaire
qu'on peut appeler géospatiale et sociale en fait. Donc ce qu'on fait, c'est que on demande aux gens où est-ce qu'ils vont régulièrement et ils documentent ça sur une carte interactive. Ça nous donne leur lieu d'activité. On a une notion de fréquence qui va avec ça. Et quand on documente des lieux, on peut leur demander avec qui généralement vous êtes à ce lieu. Et donc en même temps, on documente leur couche de réseau d'interaction, donc leur réseau social. Et donc là, on a en plus un lien bipartite entre le réseau spatial, le réseau social, qui peut nous donner des informations très intéressantes en termes d'espérance, en termes d'exposition, je veux dire. Et donc, on peut lier ensuite à des mesures de santé. Voilà. Bon, donc là aussi, ce questionnaire Veritas a été est de plus en plus utilisé pour étudier toutes sortes de phénomènes, pour mieux comprendre finalement ces liens entre, on va dire, ville, comportement et santé. Bon, ici un exemple d'une étude qu'on a fait sur la mobilité indépendante chez les adolescents, justement, pour essayer de mieux comprendre quels étaient les types d'espaces et d'environnements où les adolescents allaient sans supervision adulte, là, et qui nous a permis de creuser un peu mieux ces interactions espace-individu. Alors bon, bien sûr, il peut y avoir d'autres mesures individuelles à travers des questionnaires classiques sur les habitudes de vie, la perception de l'environnement. Tout ça, c'est des éléments qui peuvent être importants à considérer dans nos études. Peut-être faire une petite parenthèse parce que j'en ai peut-être pas encore beaucoup parlé, mais bien sûr, quand on fait ces mesures territoriales et égocentrées, on s'intéresse en grande partie aussi à la question des inéquités. Donc, qu'est-ce qui fait que en tout cas, dans quelle mesure les expositions environnementales ou les habitudes de vie sont inéquitables, on va dire, et donc peuvent éventuellement expliquer les gradients sociaux de la santé qu'on peut observer par ailleurs. Bon, alors là, je ne veux pas trop rentrer là-dedans, mais il y a toutes sortes d'indices et de mesures aussi des inéquités qui en soi sont très intéressant. Bon, on le voit ici à gauche, un indice de Gini qui pose certaines limites parce que cache éventuellement justement des inéquités qu'on peut observer à droite, où on a les écarts entre le 90e versus 10e percentile du revenu ajusté. Donc on voit par exemple les zones en mauve ici, où on a principalement personne qui fait partie du 90e niveau de percentile de revenus, et les zones en vert où c'est l'inverse, où on a très peu de gens du 10e percentile de revenus. Donc on voit ici les contrastes, les inégalités. Je parlais tout à l'heure de la ségrégation spatiale sociale. C'est ce qu'on retrouve ici, c'est-à-dire qu'effectivement les populations favorisées ou défavorisées ne se retrouvent pas dans les mêmes quartiers, et bien sûr il y a une double peine, on va dire, dans le sens où ces quartiers-là n'ont pas les mêmes ressources. Quand on parle d'inéquité aussi, je pense qu'il faut quand même repenser aussi à ce travail important présenté par Kate Froelich et Louise Potvin sur un peu ce paradoxe de l'approche santé populationnelle, qui fait que oui, déplacer la courbe pour améliorer le sort de tout le monde et en même temps régler le sort des populations vulnérables, c'est le monde idéal, mais il peut y avoir le risque aussi qu'en déplaçant la courbe, on l'étale, on l'étire en tout cas, et donc on ne règle pas vraiment le problème des populations vulnérables. Donc ça, c'est aussi à considérer dans ces dynamiques socio-spatiales urbaines. Bon. Alors, je pense que j'ai assez parlé de mesures, je vais parler de la compréhension, parce que je vois que le temps file. Et pour ça, il y a un bon moyen de commencer à réfléchir, à comprendre comment les processus donc impliqués dans la ville et la santé, il y a un certain nombre de cadres conceptuels qui peuvent aider à faire sens. Alors ici, par exemple, un cadre conceptuel qu'on avait publié avec Paul Bernard en 2007, où on avait donc identifié un certain nombre de domaines de ressources dans le quartier qui pouvaient contribuer à la santé. Donc une vision liée autour de l'accès aux ressources, donc à la fois en termes de domaine et en termes de type d'accès, en termes de droit, de proximité, etc. Il y a des cadres conceptuels en santé urbaine, on va dire, qui sont plus, on va dire, qui font plus référence à des processus, pathways, je dirais en anglais là. Et donc ici un cadre qu'on avait publié en 2010 justement avec Marc Daniel, et on retrouve assez souvent ce genre de structure en fait, avec on va dire une colonne là ici qui fait référence aux caractéristiques environnementales,
Ensuite, qui bien sûr influence sur des attributs individuels, notamment en termes de style de vie, de comportement, qui éventuellement ont des impacts sur des médiateurs ou modérateurs biologiques, donc un certain processus biologique qui ensuite peut influencer la santé. Et bien sûr, on a l'aspect temporel en termes de cycle de vie et d'exposition cumulative, etc., qui se superposent à ce cadre-là. Voilà. Après, il y a des cadres intéressants aussi qui font plus référence aussi à la notion d'environnement, de mobilité et d'inéquité. Ici, un cadre qu'on a publié avec mon collègue Basile Schex à l'INSERM, qui aussi vient intégrer un petit peu plus cette notion de mesure égocentrée et de cette interface individu-environnement. Bon, il y en a d'autres, et puis je veux pas trop m'étaler là-dessus, mais un cadre intéressant, là, justement, publié par Adam Drunowski en 2019, où justement, lui, il fait référence spécifiquement à ce qu'il appelle Person-Centric Destination Focused Survey Measures, donc les mesures qui sont basées sur l'individu, par exemple, quand on suit les gens avec des GPS, la notion aussi de Home-Centric, donc plus qui se trouve dans son quartier de résidence, et éventuellement la notion d'activity space, là, comme je l'avais. Donc il la distingue, là, c'est un cadre intéressant pour alimenter cette réflexion. Voilà. Bon, on a d'autres travaux un peu similaires, là, ici, Esther Sherin sur son travail avec l'étude IMAP, là, sur laquelle on a contribué aussi. Et d'autres cadres conceptuels, notamment ici, en termes de changement du quartier. Et là, je pense que c'est vraiment un domaine où il y a des choses à creuser un petit peu. C'est que beaucoup de ces cadres-là ne tiennent pour le moment pas trop compte de ces dynamiques temporelles. Et je pense que ces travaux-là, notamment qui a été publié, ça a été publié il y a 5 jours là, par l'équipe de Salim, ça me semble des pistes intéressantes aussi pour ces enjeux-là. Alors, bien sûr, je vais peut-être juste revenir à la notion aussi de recherche interventionnelle, c'est que les territoires changent, les contextes évoluent, les individus évoluent à travers ces contextes et et contribuent d'ailleurs à leurs évolutions. On a donc là, et je le disais un petit peu plus tôt, une opportunité de recherche interventionnelle, puisque finalement, on se retrouve dans des conditions quasi expérimentales. On parlera de natural experiments ou de quasi-experiments, parce que c'est sûr que quand on s'intéresse à la ville et à la santé, dans un monde idéal, on aurait des laboratoires où on contrôle tous les paramètres, mais finalement, le laboratoire, dans notre cas, c'est la ville. C'est la ville qui nous donne des opportunités, si on mesure les choses correctement, de contraster des populations, de contraster des groupes, de contraster des territoires et d'essayer de comprendre comment les caractéristiques de ces territoires et de ces interactions avec les individus se transforment en profil de santé. Voilà. Alors souvent, donc, plusieurs de nos travaux, notamment avec l'équipe Interact, qui est financée par les IRSC, on cherche à comprendre justement l'effet d'une intervention, où on peut comparer le avant et le après. Donc une fois que l'intervention est mise en place à travers certaines méthodes, on peut évaluer son effet. Et souvent, encore mieux, quand on a un groupe contrôle, qu'on va dire, dans un quartier, par exemple, où cette intervention n'a pas eu lieu, mais où les populations et les caractéristiques du quartier sont semblables, on peut commencer à décortiquer l'effet d'une intervention et du coup alimenter aussi nos politiques publiques avec des données probantes qui expliquent peut-être qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ou qu'est-ce qu'il vaut mieux pas faire. Bon, quelques travaux rapidement sur le comprendre en santé urbaine qui ont mis en lien un petit peu les choses, à la fois en termes d'inéquité. Alors ici, un travail qu'on avait fait sur les inégalités sociales dans l'exposition à la malbouffe autour des écoles, et qui ont montré que il y a une forte corrélation entre le niveau de défavorisation des quartiers et la quantité de restaurants rapides qui sont accessibles à moins de 500 ou 750 mètres, je ne sais plus, je crois que c'était 750 mètres autour d'une école. Donc là, on voit des éléments structurels liés aux inégalités qui peuvent expliquer après aussi nos gardiens sociaux de la santé. Bon, d'autres travaux sur les environnements alimentaires, là encore menés par Geneviève Mercy, qui montrent l'effet d'avoir plus ou moins de commerce alimentaire, on va dire, favorable à la santé, et que cet effet en plus, il est différent selon notre niveau de connaissance alimentaire, on va dire.
Voilà. Bon, il y a eu d'autres travaux ici, une collaboration avec Marie-Élise Parent à l'INRS Armand-Frappier, où on a montré l'impact positif de la végétation, du greenness, là, sur le risque du cancer de la prostate. D'autres travaux avec Tracy Barnett, qui est à McGill, sur le lien entre quartier et surpoids chez les jeunes. Un travail récent là qu'on a publié avec une équipe en Finlande qui a montré les différences, en tout cas les changements dans les niveaux d'activité physique quand les gens passaient à la retraite, donc on prenait leur retraite, en fonction de la quantité de verdure dans leur quartier. Donc on voit par exemple que les gens qui habitent dans des quartiers plus verts ont une augmentation de l'activité physique modérée et vigoureuse lorsqu'ils passent à la retraite, alors que ceux qui vivent dans des quartiers moins verts, c'est pas vrai. Voilà, un autre travail qu'on a fait avec Interact sur les liens entre l'évolution des pistes cyclables et les inégalités sociales en termes de statut socio-économique. Donc, par exemple, on a deux mesures là, le pourcentage de minorités visibles et l'indice de défavorisation matérielle, un indice très utilisé au Québec là, qui a été développé par Robert Pampalon, qui je crois est peut-être dans l'auditoire, donc que je salue au passage. Voilà. Après, il y a d'autres méthodes on était beaucoup sur des méthodes très statistiques qui mettent en lien finalement des expositions et des enjeux de santé. Bien sûr, pour comprendre, on a aussi des approches, on va dire qualitatives, qui sont très utiles pour comprendre qu'est le vécu, on va dire, des populations et essayer de décortiquer un petit peu plus finement ce qui se passe. Donc ici, par exemple, j'illustre le travail d'une de nos étudiantes au doctorat, Julie Carman, qui travaille sur le lien entre la marche et surtout la marche sociale et la socialité dans les quartiers, et qui combine un devis mixte séquentiel avec des entrevues marché, des entrevues en goalon, une analyse phénoménologique de ces entrevues, et qui ensuite servira à alimenter des analyses quantitatives sur les liens environnement, marche et socialité dans les quartiers. Alors, je finis peut-être, je vois qu'il me reste quelques minutes, donc je vais en profiter avec le dernier chapitre de ma présentation sur la notion de décider. Parce que comprendre, c'est bien sûr utile, mais c'est utile pourquoi? C'est utile pour aider à prendre des meilleures décisions, ou en tout cas à prendre des décisions qui sont peut-être éclairantes pour l'avenir. Donc cette notion-là, elle est au cœur de notre démarche aussi. Alors je voudrais peut-être référer ici au collaboratoire Unicité, donc une nouvelle unité de recherche qu'on a co-développée avec ma collègue Marie-Christine Terrien à l'ENAP, et donc une initiative qui est financée, soutenue par le scientifique en chef du Québec, où on vise à renforcer le maillage entre science et municipalité. Donc, comme je disais, de plus en plus, les villes ont un mandat ou une responsabilité d'aménager et de transformer leurs environnements pour répondre aux grands défis de société. Par ailleurs, on l'a vu, sur ces enjeux de dynamique complexe des villes, il y a toutes sortes de disciplines qui s'intéressent à ces enjeux-là, et donc il y a aussi toute une richesse là en termes de sciences et de savoir et de connaissances dans le milieu académique, mais on a cet enjeu un petit peu de deux mondes parallèles, on va dire, la décision et la vie municipale et la vie académique. Et donc, il y a là l'opportunité, en tout cas le besoin sans doute, de renforcer les liens entre ces deux mondes-là pour faciliter justement le transfert, non seulement le transfert de connaissances, mais aussi la co-construction et donc amener les scientifiques à contribuer, scientifiques et tous ceux qui ont de l'expertise, en fait, on va dire, et ça inclut la société civile, à contribuer à bâtir les villes de demain. Alors, pour ça, bien sûr, puis c'est peut-être une évidence, mais il faut quand même bien connaître les enjeux dans lesquels on se situe. Et puis là, je fais référence à une étude qu'on a lancée avec mon collègue Grégory Moulet, l'étude Cohésion,
qui a recruté en fait 18 000 personnes à travers le Canada là au mois de mai. Et puis on avait fait une première vague d'enquête l'an dernier et qui nous donne des informations très précises et très utiles sur les profils des populations, sur leurs habitudes de vie et qui permettent donc d'identifier un certain nombre et de documenter les phénomènes. Ici, on voit par exemple le gradient d'âge associé à des mesures de détresse psychologique, le score Kessler. Donc bien sûr, pour pouvoir décider ensemble, il faut avoir des bonnes données. Ça, c'est un premier point qui est important de souligner. On pourra se poser la question effectivement sur qui participe à ces études-là, et c'est là que c'est important d'avoir une certaine représentativité de la population. C'est un effort qu'on a fait justement dans Cohésion pour avoir une bonne diversité dans notre échantillon. Un autre outil pour explorer, pour décider ensemble, c'est d'explorer des scénarios aussi. Là, on travaille avec Margarida Carvalho au département de mathématiques à Polytechnique, qui nous aide à développer des modèles basés sur la théorie du jeu pour l'optimisation de la localisation des ressources, avec un certain nombre de contraintes, on va dire, de contraintes complémentaires, là, mais des fois contradictoires aussi, là, pour optimiser ces ressources-là. Donc, on a fait un travail sur l'allocation des parcs et espaces verts à partir de ces modèles mathématiques pour optimiser les ressources. Donc, ça aussi, c'est des outils qui, je pense, sont très intéressants pour aider à décider. Un dernier point, peut-être, c'est la notion de consultation, on va dire, des parties prenantes, ou en tout cas du plus grand nombre. Car bien que l'expertise peut-être scientifique et principalement se trouve en grande partie dans les milieux académiques, on a toute une expertise et un savoir expérientiel dans les populations, dans les partenaires, dans les organismes communautaires, etc., qui doivent bien sûr faire partie et qui font partie de cette solution-là. Donc là aussi, je dirais d'un point de vue scientifique, il y a quand même un certain nombre d'outils et de méthodes qu'on peut mettre sur la table pour faciliter la consultation et la co-construction des enjeux qu'on veut régler en ville. Donc, par exemple, ici, un exemple de carte conceptuelle, donc une approche mixte qu'on a faite avec des participants Interact et des partenaires de la ville de Montréal. Donc, il y avait une question pour les citoyens autour des aménagements urbains qui contribueraient à améliorer la qualité de vie dans les quartiers. Puis, on retrouve un certain nombre de thèmes forts qui sont ressortis avec des propositions spécifiques. Et on a demandé aux parties prenantes de la ville de nous dire aussi quels étaient les facteurs qui contribuaient au succès des interventions sur le cadre bâti. Et donc, ça nous permet de créer une matrice d'interprétation là qui aide aussi à faire les liens et à avancer. Bon, finalement, il y a d'autres travaux aussi qui nous semblent importants, qu'on est en train de mener aussi avec l'équipe Interact, autour de l'analyse des politiques publiques, puisque bien sûr, quand on met les choses à l'agenda dans les politiques publiques, eh bien, ça se transforme éventuellement en intervention sur le territoire. Donc, la question qui est qu'est-ce qui est mis à l'agenda dans ces politiques, comment, par qui, par quel processus, c'est aussi des éléments importants sur la question du décider. Peut-être un tout dernier élément là autour de la décision. Vous l'aurez peut-être vu ce matin, il y avait aujourd'hui un colloque sur justement redynamiser ou relancer le centre-ville, organisé par la SDC. Et donc, on a aussi tous ces partenariats et ces initiatives qui existent en collaboration des fois avec des entreprises qui ont des données et qui ont beaucoup de données disponibles. Donc là, ici, l'exemple de la SDC qui travaille avec Google Montréal pour mieux comprendre les dynamiques au centre-ville et pouvoir dynamiser les développements, notamment économiques et sociaux là, dans cette région-là. Donc ça, c'est une autre partie du décider qui est important, notamment en termes de gouvernance de données et d'accès aux données et de partage de ces données-là. Voilà, je vois qu'il me reste 2 minutes, donc je vais en prendre une pour conclure. Donc pour la santé urbaine, peut-être quelques points. Bon, je pense ayant dit tout cela, je pense qu'il est important de consolider un petit peu le recueil des données et de travailler la gouvernance des données. C'est sûr que c'est au cœur des démarches scientifiques et de soutien
à la décision municipale. Donc tout le travail autour des données me semble important. Je l'ai mentionné, la question de renforcer le maillage sciences politiques municipales. Il y a énormément d'efforts qui sont faits en ce moment dans ce sens-là. Je pense que c'est tout à fait bienvenu et il faut continuer à pousser dans ce sens-là. Développer les outils de participation publique, comme je l'ai mentionné tout à la fin. Je pense que là aussi, les chercheurs ont toute une trousse d'outils et de méthodes à leur disposition qui pourraient vraiment être mises à profit. Finalement, peut-être je pourrais dire aussi qu'il est important de garder la notion d'équité, d'équité socio-spatiale. Là aussi, les villes sont de plus en plus conscientes, on va dire, et intéressées par ces mesures-là. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Voilà. Et puis j'ai mis 3 petits points, comme ça nous laisse le temps aussi et l'occasion d'échanger, car je crois que j'ai fini ma présentation. Je tiens surtout à remercier tous les partenaires de nos travaux, et j'en ai mis quelques-uns ici, notamment à Montréal, mais il y en a d'autres à travers le Canada. On travaille dans d'autres villes aussi au Canada et dans d'autres parties du monde. Je remercie aussi nos financeurs. Et puis, bon, comme vous vous en doutez, tous ces travaux-là, il faut un village, hein, donc il y a de nombreux collaborateurs et de personnes qui ont travaillé avec nous, étudiants, professionnels de recherche et chercheurs dans d'autres pays, qui nous aident à cheminer dans tout ça. Voilà, je vais m'arrêter là. Et puis donc je vais peut-être vous donner la parole. S'il y a des questions ou des commentaires. Yann peut-être enlever le partage d'écran. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Stop share. Et voilà, est-ce que ça va mieux comme ça? Et peut-être si vous voulez ouvrir vos caméras, comme ça c'est toujours plus agréable aussi de se parler en se voyant. Un visage découvert. Ouais, c'est ça. Bonjour Robert. Salut Yann. Ça va Excellente bien? présentation. Et je vais te poser une question difficile. Tout ce que tu as présenté et ce que vous avez fait, ça concerne la région métropolitaine de Montréal. Avez-vous fait des travaux ailleurs, dans des villes de taille moyenne, Saint-Hyacinthe ou Sherbrooke? Hein? Et si oui, est-ce que les réalités peuvent changer selon la taille et la composition finalement des villes? C'est une excellente question. Oui, c'est vrai que j'ai montré beaucoup d'exemples avec Montréal. Alors, j'ai plusieurs réponses à cette question, mais je pourrais dire que, bien sûr, on fait des travaux dans d'autres villes. Alors, dans Interact, par exemple, qui est un projet qui a été financé par les IRSC, on a 4 villes, mais qui sont plutôt des grandes villes quand même. On travaille avec Victoria, qu'on pourrait peut-être nommer une ville moyenne. Vancouver, Saskatoon et Montréal sont les 4 villes dans lesquelles on travaille. On vient d'avoir un financement complémentaire avec le projet Capacité, où on a rajouté des villes de taille moyenne. Donc, par exemple, Halifax, qui n'est pas tout à fait une ville de taille moyenne, mais voilà. C'est vrai qu'au Québec, pour le moment, on a peu de travaux dans des plus petites villes. Par contre, on collabore sur des travaux. Je sais que par exemple, Martine Charek, qui est à l'université de Sherbrooke, a un très beau projet là qui s'appelle Centré, qui justement regarde l'évolution du centre-ville de Sherbrooke, parce qu'il y a tout un ensemble d'aménagements et d'investissements là qui ont lieu en ce moment à Sherbrooke. Donc oui, on a certains partenaires qui travaillent dans des milieux voilà, dans des plus petites villes. Mais je suis bien conscient et je suis bien d'accord que y a un besoin. Et puis quand je parlais justement de lier science et municipalité, il y a un besoin encore plus important dans des villes de taille moyenne ou des petites villes pour apporter une certaine expertise scientifique dans ces milieux-là. On est en train de discuter peut-être avec l'UMQ pour travailler ensemble justement pour essayer de systématiser un peu ces approches-là à travers des villes de plus petite taille. Mais je dirais qu'aussi un des enjeux, c'est le financement. Bon, c'est sûr. Hein. Mais donc, c'est des fois plus facile
de travailler avec des grosses villes où il y a une certaine machine qui est habituée à travailler avec des chercheurs, etc., où on a des lettres de soutien, etc. Euh, mais c'est sûr qu'il y a des leçons importantes à apprendre au niveau des plus petites villes aussi. C'est bien, merci. N'hésitez pas à lever la main ou... Oui, Audrey. Salut Yann, merci pour l'excellente présentation. En fait, c'est peut-être plus un commentaire, Yann, en lien avec ce qu'on peut faire dire des données parfois. Puis peut-être, puis en fait, je te vise pas toi comme moi, comme nous tous en fait, parce que ça va très vite, on a plein de données, on fait plein d'analyses, on a des modèles complexes, et puis des fois, ça peut en fait être associé à des conclusions qui sont peut-être hâtives. Puis je me rappelle d'un vieil article de Philippe Grandjean qui nommait les Seven Sins of Epidemiologists, qui rappelait en fait que souvent les épidémiologistes bougent peut-être pas assez vite parce que bon, ils tentent de contrôler beaucoup tous les biais. Puis, d'un autre côté, des fois, c'est comme en t'écoutant, je me disais, oui, mais attention, mais peut-être que, mais... Puis, je me disais, peut-être que certaines approches épidémiologiques, parfois, pourraient peut-être, c'est comme arriver à des conclusions différentes de celles qui sont présentées parce que souvent, les analyses sont transversales. En tout cas, je voulais peut-être juste amener le point qu'il y a peut-être une balance des fois à faire. Puis, c'est pas facile parce qu'on essaie d'aller vite, il faut publier, on a... Puis, en tout cas, quand on veut travailler avec les villes, il faut peut-être aussi amener un peu de nuance dans les conclusions que nos résultats peuvent suggérer. C'est un commentaire, Yann, mais je te vise pas toi. Tu comprends que je me vise moi aussi dans le même temps ici. Ah ouais, non, mais j'ai aucun souci avec ça. Je suis bien d'accord avec toi, en fait. C'est sûr que c'est une tension importante. Puis tu vois, ça me fait penser à un exemple récent là. On a le petit travail que je vous montrais là sur la gentrification et non sur l'évolution du réseau cyclable et la défavorisation et les pourcentages de minorités visibles. On a fait des modèles, des spatial hurdle models là, qui sont assez complexes, merci, avec des interactions, avec des choses à interpréter, tu vois. Puis ça a été compliqué pour nous d'interpréter les résultats du modèle, tu vois. On a passé du temps dessus pour être sûr qu'on interprétait correctement, on a contrôlé pour ci, pour ça, etc. Au final, ça fait un super papier scientifique. C'est ça. Et très difficile à communiquer à la ville, tu vois, c'est très difficile. Alors par contre, quand on a produit justement ces cartes, un petit peu comme Robert Pampalon les avait fait avec l'indice de défavorisation matérielle et sociale, donc on a fait ces cartes, mais avec l'indice de défavorisation et l'investissement en cyclable, donc très descriptif. Mais ça, la ville, quand on a rencontré nos partenaires à la ville de Montréal, était très content de voir ça. Donc, je pense qu'il y a des fois, il faut trouver un peu, effectivement, un juste milieu, mais il faut aussi pouvoir présenter plusieurs manières de présenter les choses. Il peut y avoir des choses très complexes avec des modèles d'interaction, etc., et des coefficients bêta, qui nous aident à interpréter aussi parfois des choses qui, au niveau cartographique, visuel, sont beaucoup plus faciles à communiquer et à intégrer. Mais... Oui, en fait, aussi, c'est comme la poule avant l'œuf, l'œuf avant la poule, les devis transversaux et leurs limites, là, justement, pour amener à des interventions dans les municipalités. Je pense que c'est comme... Mais en fait, moi, l'élément qui me venait en tête aussi quand tu présentais, puis là, je vais laisser la parole ensuite aux autres, là, mais j'étais très curieuse des travaux que vous faites sur la végétation à Montréal. Avec ta collègue de Polytechnique, parce qu'en fait, quand on a regardé les données, tu vois, en tout cas, évidemment, on a des grands parcs dans les quartiers qui ne sont pas ouvrés, donc ce ne sont peut-être pas les endroits principaux où on devrait investir pour des parcs, mais en même temps, quand on regarde la donnée d'une autre façon, puis qu'on regarde là où les gens habitent comme tels, les gens doivent se déplacer, puis les gens qui habitent dans des quartiers mieux nantis ont des arbres sur leur rue. Ils ont peut-être des parcs peut-être un peu plus loin, mais ils ont
sont quand même de la végétation dans leur milieu très, très proximal. Donc, des fois, la donnée, c'est comme il faut aussi peut-être prendre un recul pour l'interpréter, puis que le modèle complexe nous amène peut-être pas à une réponse. Tu comprends, c'est un peu ça les réflexions. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça aussi que je pense que les analyses qualitatives, tu vois, sont quand même vraiment importantes et qu'on pourrait en avoir plus parce qu'elles viennent éclairer justement ces enjeux-là, tu vois. Mais ouais, je suis bien d'accord. Madame de Coninck. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Vous-même, je vois que ça va bien de votre côté, en tout cas. Aujourd'hui, ça va. Je suis un peu enrhumé, mais ça va. Moi, mon souci, c'est par rapport aux politiques publiques. Parce que là, je regardais un peu les mesures que vous... En tout cas, ça a été un peu rapide, là, mais ce que vous présentez comme analyse et tout ça, c'est parfois assez, je dirais, spécifique, assez... vous mesurez des choses très détaillées, etc., etc., mais en même temps, vous nous laissez entendre, puis c'est clair, on le sait, là, comment les choses évoluent, les choses changent rapidement. Quand vous montriez vos données à partir des téléphones cellulaires, ça change beaucoup. La mesure change, mais la mesure change parce que les comportements changent. Alors, ce qui m'interpelle, c'est par rapport aux politiques publiques, parce que toutes ces données assez précises, c'est vraiment finalement un portrait que vous prenez à un moment dans le temps. Comment est-ce qu'on peut intégrer ça avec une approche qui tient compte d'une évolution possible et assez rapide? Alors là, avant qu'on transforme ça en politique publique et ensuite qu'on évalue si la politique est adaptée. Est-ce qu'il y a un souci dans vos regroupements de chercheurs de toujours intégrer plus ou moins cette préoccupation, comment on traduit ça en politique publique, assez flexible pour que ça puisse vraiment suivre un certain changement, mais aussi toute la question de l'évaluation. Parce que l'évaluation, c'est pas évident, c'est nécessaire, mais ça arrive maintenant trop souvent après. Est-ce que vous comprenez ma préoccupation? Oui, je comprends bien et je la partage hein, d'ailleurs. Je comprends bien. En fait, c'est pour ça aussi qu'on s'entoure de gens qui ont aussi des expertises. Puis bon, je le mentionnais tout au début, hein, il y a toutes ces disciplines qui s'intéressent à la ville en santé et c'est pour ça qu'on s'associe aussi avec des gens, notamment comme Marie-Christine Terrien à l'ENAP, dans l'expertise et justement autour de ces enjeux de gouvernance municipale et de politique municipale. Et je pense que avec les nouveaux modèles de données auxquels on a accès aujourd'hui, bah, ça nous questionne aussi sur, enfin, ça nous questionne sur beaucoup de choses, mais bon, d'une part sur qui produit des données, parce que c'est aussi ça, hein, c'est qui c'est qu'on mesure, hein, comment ces données sont transformées pour faire de l'information. Donc là aussi déjà, il y a un enjeu. Comment finalement cette information est intégrée, comme vous dites là, dans le processus de développement des politiques publiques, surtout dans quelque chose de très dynamique. Et donc, je pense que ça nous amène comme chercheurs à nous positionner justement sur le rôle non seulement de la science, mais de nos processus et comment on les intègre dans ce processus-là de développement des politiques publiques. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une opportunité ou un besoin même de rapprocher science et politique municipale. Parce que les choses vont vite, il y a énormément de données qui sont produites. On le voit aussi, et je l'ai pas beaucoup mentionné, mais il y a les acteurs privés qui, bien sûr, sont dans le portrait. Hein, le colloque qu'il y a eu aujourd'hui là sur relancer le centre-ville, bah, le partenaire principal, c'est Google, avec des données extrêmement précises. Donc aussi, comment est-ce qu'on se positionne comme scientifique par rapport à ces partenaires privés. Donc là, il y a vraiment, je pense, une opportunité et un besoin de redéfinir un peu la gouvernance en termes de données et de décision. Donc, bon, voilà, une opportunité de réinventer les choses aussi. Je suis un peu optimiste, peut-être.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Elisabeth, bonjour. Ah, ton micro, par contre, je crois qu'il est encore fermé. Oui, bonjour. Bonjour Yann, merci beaucoup pour ta présentation. La panoplie d'outils que tu as développés me fascine. Je voyais aujourd'hui que l'Union des municipalités du Québec va organiser un sommet sur les dépendances, pas sur les dépendances, sur l'itinérance. Excusez-moi, c'est l'autre partie de ma vie qui vient d'embarquer sur l'itinérance. Et puis, je me demandais, l'itinérance, c'est un phénomène fluide, il est parfois transitoire. On voit qu'il est de plus en plus présent dans les villes de taille moyenne ou même plus petites. Comment est-ce que tu penses qu'il y a là des possibilités avec les outils que tu as développés? Il faut localiser les ressources potentielles. Ça, c'est l'environnement bâti. Mais pour la portion comprendre, mesurer et comprendre, est-ce que tes outils pourraient être utiles dans le cadre de ce dossier-là? Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite, là, mais j'ai l'impression que parce que tu as travaillé sur la fluidité des déplacements et tout ça, peut-être que s'il y aurait là un usage de tes méthodes. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est sûr que toutes les dynamiques de mobilité de ces populations précaires, c'est extrêmement important et c'est, je pense, très mal documenté. Donc ça serait un premier volet, je pense, sur lequel il y aurait lieu de faire des choses. Donc bon, il y a des outils de type suivi GPS ou même applications. Des fois, ils ont s'il y a certaines personnes qui ont des téléphones, là, ça peut être installé sur les téléphones aussi. Il y a après des outils on va dire plus quali aussi, d'évaluation qui peuvent être utilisés, incluant par exemple la cartographie conceptuelle, qui pourrait être très intéressante d'être menée auprès de ces populations-là, parce que c'est des outils assez flexibles d'utilisation. Ça peut être fait in situ, ça peut être fait avec des focus group, ça peut être fait de manière assez flexible, incluant par exemple ce qu'on appelle le fuzzy cognitive mapping, là, les cartes cognitives floues, qui sont aussi un outil intéressant parce qu'ils permettent de créer en tout cas d'évaluer des liens causaux entre certains concepts, et donc aller chercher le savoir expérientiel, comme je peux dire là, de ces populations-là, ça sera très intéressant. Bon, c'est juste quelques pistes là, mais si on pourra en reparler peut-être. Mais il reste un peu de temps. Yann, je vais te relancer sur une autre question. Je vais te relancer sur la question de la gouvernance. Tout d'abord, merci pour la présentation. C'était vraiment intéressant, très, très dense. Sur la question de la gouvernance des données. Donc, j'aimerais te relancer là-dessus. Donc, dans le contexte du Québec, on sait qu'on a un cadre légal qui, dans divers secteurs, contraint beaucoup l'accès à ces données. Pour ce qui concerne la santé urbaine, est-ce que tu vois des instruments, des initiatives qui émergent actuellement qui pourraient aider à cette meilleure gouvernance des données? Est-ce qu'il y a des modèles internationaux? Est-ce qu'il y a aussi des modèles internationaux dont on pourrait s'inspirer pour réussir cette gouvernance? Et puis, je voudrais aussi avoir ton avis avec les géants. Quand tu parles des données géolocalisées, il y a ces géants du numérique qui jouent un rôle important dans l'accès à ces données géolocalisées. Comment tu vois leur place dans un système de gouvernance? Est-ce que tu les vois imposer leur volonté, ou bien est-ce qu'ils sont dans un modèle quand même de coopération pour l'accès aux données et puis pour l'accès pas forcément à leurs seules conditions? Oui, écoute, c'est des points importants là que tu soulèves. Alors c'est sûr qu'en termes de gouvernance, bon, il y a quand même le virage numérique au niveau du gouvernement du Québec là, qui fait que il y a un certain nombre d'efforts et d'initiatives là qui sont menées pour faciliter la collecte et l'accès aux données. Donc c'est pour ça qu'on a notamment dans la plupart des villes, on a des portails de données ouvertes de plus en plus, là, ce qui fait que les données sont partagées sur ces portails-là. Ça, c'est une première réponse. Ensuite, il y a aussi l'Obvia, qui est un
un organisme qui a été mis en place par scientifique en chef aussi là sur alors l'OBVIA, j'oublie l'acronyme exactement là, mais c'est justement toute la question de l'impact sociétal du numérique et de l'intelligence artificielle, qui est une organisation qui se penche sur toutes ces questions, incluant sur les questions de gouvernance. D'ailleurs, on est en train de faire une enquête avec l'OBIA qu'on va lancer là on va dire dans 2 semaines, dans 10 jours peut-être, sur l'utilisation des données dans les villes. Donc on a une enquête qui s'adresse aux employés des municipalités du Québec, là c'est à travers tout le Québec, sur tous ces enjeux de gouvernance et de données, pour essayer de mieux comprendre un petit peu à la fois ce qui se passe aujourd'hui dans ces villes-là, et notamment en termes de taille de ville, les différences qu'on peut observer selon les capacités, mais aussi collecter de l'information sur les potentialités d'utilisation des données et de gouvernance. Donc là, il y a des choses qu'on va pouvoir creuser avec ça. Ça va être, je crois que le site web n'est pas encore en place, mais ça sera bientôt. Ça s'appellera ville.science, ville au singulier, .science. Et puis, donc, il y aura des résultats qui seront sans doute diffusés au mois de janvier ou février sur ce site-là, sur ces enjeux-là. Et je pense qu'il y avait un autre volet à ta question. Les géants du numérique. Oui, géants du numérique. Ben, c'est là que c'est là que c'est pas évident, parce que ces grosses compagnies-là, c'est eux qui ont énormément de données là, et bien sûr, c'est là qu'il faut peut-être se positionner pour avoir des accords. Voilà. Comme j'ai pas tout à fait vu les résultats de ce qu'avait donné le colloque d'aujourd'hui, là, la société de développement commercial qui a fait son colloque justement en partenariat avec Google et d'autres partenaires de données là, pour étudier plus précisément le centre-ville. Là. Bon, ça c'est des exemples intéressants, mais j'ai pas vu énormément de chercheurs autour de cette table-là, j'ai l'impression. Donc là aussi, c'est vraiment, il y a quelque chose à faire là, de se positionner dans le monde académique par rapport à ces initiatives-là. Parce que je le vois un peu, l'effort qui est requis pour collecter de la donnée individuelle auprès de nos enquêtes, il est quand même conséquent. Et pendant ce temps, on a des dizaines, des centaines de milliers d'usagers qui produisent de la donnée pour Google et Apple et ces gens-là. Et donc voilà, donc effectivement, on peut pas se passer d'échanger avec ces partenaires-là éventuellement pour voir comment on peut progresser. Mais je dirais que l'OBVIA, c'est une bonne ressource pour réfléchir plus à fond ces enjeux-là. Il y a vraiment des experts de la donnée et du numérique là qui travaillent. On collabore un petit peu avec eux là, notamment Marie-Christine Terrien et Justin aussi Labarré là, qui travaillent avec nous là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions, d'autres commentaires. Donc, il est... Ah, il y a... Juste pour continuer un peu la discussion, mais sur une autre ligne d'idées encore. Écoute, premièrement, Yann, tantôt je ne t'ai pas remercié, mais c'est effectivement une très belle présentation, très riche d'informations là, que tu as présentées. Donc, en fait, je voulais te dire que c'était très intéressant. Là. La question que j'avais, c'est que tu m'as laissé sur ma faim parce que je sais que tu fais des travaux sur l'impact des transformations de la ville. Et en fait, ce sont des travaux qui sont peut-être encore plus éloquents là, pour influencer les politiques publiques. Puis, je me demandais si tu pouvais nous laisser un mot de la fin sur ces travaux que tu fais, peut-être, là, qui pourraient, c'est comme encore orienter peut-être là, les transformations. Oui. Merci pour tes commentaires là. Effectivement, je pense que le nerf de la guerre, c'est un peu ça, comme on l'a vu là dans cette présentation. Là, c'est vraiment la notion de transformation et de changement là qui est au cœur de la démarche, et que pour pouvoir orienter et soutenir les décisions municipales, il faut avoir, et puis ça rejoint un peu la notion d'évaluation qu'Elisabeth a apportée là sur. Il faut vraiment mieux comprendre quel impact ont ces transformations. Et pour faire ça,
il faut qu'on collecte des données en continu. C'est pour ça que Interact, par exemple, c'est une cohorte en continu. C'est pour ça que Cohésion, c'est une cohorte en continu. Et effectivement, c'est ce genre d'initiative et qu'il faut, je pense, selon moi, consolider aussi, parce que un des enjeux qu'on a, c'est que il y a une multiplication de petites études de cohortes avec des financements des IRSC, des financements par-ci par-là. Et si on consolidait un petit peu mieux nos efforts, on pourrait avoir, je sais pas, une belle cohorte à travers le Québec et d'avoir des systèmes d'information géographique temporelle là qui documentent tous les changements aussi. Et puis on pourrait faire des études, tout le monde pourrait s'amuser avec ça là et faire des études très intéressantes pour comprendre vraiment les impacts des transformations et pouvoir dire voilà, dans tel quartier, c'est ça qu'on devrait mettre ou c'est ça les dynamiques qui devraient être mises en place. Donc bon, c'est sûr que voilà, je reste sur un message d'espoir, comme quoi il y a énormément de potentiel en fait pour aller vers ça. Très bien. Alors, mais on va féliciter Yann, on va remercier Yann donc, pour cette belle présentation, pour cette belle conférence magistrale. Merci à tout le monde pour votre participation, pour votre présence en cette fin de journée. Donc, on va vous donner rendez-vous pour nos prochaines activités scientifiques, nos prochaines conférences magistrales. Donc, portez attention à notre site web et aux échos de la santé publique où toute l'information est diffusée. Merci et bonne fin de journée. Merci encore, Yann. Tout le monde. Merci beaucoup pour tous vos commentaires aussi. Puis, n'hésitez pas, on peut aussi continuer à échanger par courriel. N'hésitez pas à écrire, à nous écrire là, et puis on continue la discussion. Merci tout le monde. Bonne fin de journée.